Merci d'être venu à ce webinaire. Donc, on va clarifier un petit peu le rôle du coach agile. Ça me paraissait intéressant parce que souvent, on confond un petit peu le rôle du coach avec un manager, on ne sait pas trop, etc. Donc, on va clarifier tout ça aujourd'hui. Alors, dans coach agile, il y a deux mots, il y a coach et il y a agile. Donc, on va voir pourquoi coach et pourquoi agile. Alors, l'histoire du coaching, je pense que c'est un petit peu intéressant de voir un petit peu ce que c'est que le coaching. Bon, déjà, étymologiquement, ça vient du français, c'est le cocher, voilà, qui vient lui-même du hongrois, mais bon, c'est pas très important tout ça. Donc, c'est surtout pour partir d'une situation ou d'un comportement ou d'une problématique A et vers le B qui serait l'objectif ou la résolution de cette problématique. Donc, c'est un accompagnement. Alors ça remonte d'assez loin, hein. Nous les coachs on aime bien dire que ça remonte de Socrate, puisque ce monsieur, à son époque, il a été célèbre pour avoir inventé, ou en tout cas mis en pratique, la maïotique. La maïotique, c'est l'art de faire accoucher les esprits avec des questions. Donc il était très connu pour challenger les jeunes gens qui venaient le voir à l'époque par des questions. Donc je vous encourage à aller voir un petit peu. Il n'a rien écrit, hein, toutes ces conversations sont reportées par ses disciples, Aristote et Platon. Mais c'est assez intéressant parce qu'il est resté célèbre grâce à des questions pertinentes. Donc c'est un peu pour nous le premier coach. Et puis il y a ces petits copains derrière qui ont amplifié le mouvement. Donc là on voit Saint-Augustin, on voit Épicure, Sénèque et Machiavel. Donc, c'est assez intéressant. Donc effectivement, Socrate, c'est le côté questionnement. Épicure, c'est plus s'intéresser à la nature de l'être, hein, le corps, l'esprit et le cœur. Sénèque, c'est accepter l'échec, essentiellement, quoi, pour moi. Et puis Machiavel, c'est dans l'absence d'enjeu et de pouvoir personnel qu'on s'autorise à une liberté de ton. Ça c'est important parce qu'on le voit quand il n'y a pas d'enjeu hiérarchique entre le PO, le Scrum Master, les développeurs, chacun peut s'exprimer librement, quoi, dans un monde parfait. Donc c'est des notions qui ont grandement influencé le monde du coaching. Et puis après, en fait, le vrai mot coaching, il est apparu dans les années 70 grâce à un monsieur qui a écrit un bouquin sur le tennis. Alors c'est surprenant, mais à cette époque-là, le tennis, on avait en anglais c'est des instructeurs et chez nous c'est des entraîneurs. Et l'objectif, c'était un peu comme à l'armée, on entraîne les gens et on les entraîne du matin au soir, on va faire un mouvement, etc. Lui, il est parti du principe qu'il faut travailler le inner game, le jeu interne, la petite voix à l'intérieur qui dans un match soit décourage, soit encourage, et puis aussi faire prendre conscience aux joueurs de tennis de ses mouvements. Quand c'est pas parfait, il vaut mieux qu'il lui-même ait une prise de conscience pour pouvoir ensuite apprendre à apprendre quelque part, se rectifier par lui-même. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on retrouve dans les équipes Scrum, la rétrospective. Mais c'était assez nouveau dans le monde du sport, c'est vraiment le bouquin qui a changé les choses. Les entraîneurs de tennis n'ont pas du tout adopté la méthode, ils ont dit c'est n'importe quoi, autant arrêter notre entraînement, quoi. Ils ont pas accroché. Par contre, ça a été un best-seller parce que les joueurs l'ont acheté. Donc ça a énormément parlé aux joueurs. Donc voilà une phrase qu'il a sortie, hein, le but du travail d'entraînement est de libérer le potentiel du joueur pour le porter à son niveau de performance optimale. Et la suivante, qui est la plus importante, il s'agit de lui apprendre à apprendre par lui-même plutôt que de lui faire ingurgiter un savoir extérieur. Donc ça, c'est vraiment voilà, le coup de pied dans la fourmilière de l'époque. Mais le mot coaching n'est pas encore sorti. Il y a quelqu'un qui va... alors je vous ai mis un petit lien YouTube, vous pourrez aller voir une petite vidéo de 5 minutes qui explique le concept d'entraînement. Et puis ça a résonné chez un monsieur qui s'appelle John Whitmore, qui lui a repris ces idées et les a transposées à l'entreprise. Voilà, au cadre, à l'entreprise, c'est-à-dire responsabiliser et faire en sorte que les gens s'améliorent par eux-mêmes et qu'ils se fixent leurs propres objectifs, des objectifs SMART. Et il est parti donc sur un modèle qui s'appelle le GROW model, G-R-O-W modèle. Donc là aussi, je vous ai mis un petit lien. Et surtout, dans son bouquin, il y a le guide du coaching et ça y est, le mot est lâché. Donc ça, c'est le bouquin qui va faire sensation, donc best-seller. Le gros, c'est le goal, la réalité, l'option et le will. Qu'est-ce qu'on va faire ? En gros,
quand on part sur une équipe ou sur un individu qui veut être coaché, on va pas chercher dans le passé, hein, c'est pas de la thérapie. On va dire quel est ton objectif, quelle problématique tu as pour atteindre quoi. Donc le goal, c'est un objectif qui soit SMART. SMART, vous connaissez certainement pour les devs ou les Scrum Masters. C'est spécifique. Par exemple, je ne sais pas, je veux augmenter mes ventes de 25% sur les 3 prochains mois. Augmenter les ventes, c'est spécifique. De 25%, donc c'est mesurable. Le M, le A, c'est atteignable. Le R, c'est réaliste. Le T, c'est timebox. Et voilà, donc il faut que ce soit smart, que ce soit sous le contrôle de la personne et que ce soit atteignable, mesurable et timeboxé. Donc le G, c'est cette partie-là. Quel sportif ou entreprise, quel est ton objectif smart? Et ensuite le R, bah, actuellement, qu'est-ce que tu as mis en place pour l'atteindre? Où t'en es? Donc cela, on va étudier la réalité. On va voir ce qui se passe au jour d'aujourd'hui pour atteindre cet objectif. Et quelles sont les options que tu pourrais, face à ces problématiques, maintenant que tu as pris conscience de ton objectif et de ce que tu as mis en place ou pas mis en place, quelles sont les options possibles? Là, on va aller chercher de l'idéation des options. Et le will, c'est maintenant qu'on a vu les options, qu'est-ce qu'on choisit de faire et comment on le planifie, comment on s'organise pour le mettre en pratique. Donc voilà, le premier modèle du coaching. Alors, c'est pas le premier, mais c'est avec le associé au mot coaching. Le voilà. Bon, avant lui, il y a eu plein de travaux, hein, il y a eu des psychanalystes, il y a eu une école qui s'appelle Palo Alto, il y a eu le coaching orienté solution depuis les années 40. J'ai pris ces deux-là parce que c'est vraiment là où le mot est lâché. Et puis vous avez l'histoire du coaching avec un lien ici. Vous pourrez aller voir, il y a beaucoup plus de personnages, hein, il y a de l'analyse transactionnelle, la PNL, tout ça. Mais c'est vraiment à ce moment-là que commercialement ça part. Et ça arrive en France dans les années 80-85. Hop, on continue. Alors le coach, qu'est-ce que c'est le coaching? Donc on peut le réduire à une phrase, hein, c'est un acteur de transformation qui va accompagner, non pas aider. Il y a une différence entre le mot aider et le mot accompagner. Donc on pourra en reparler si vous voulez tout à l'heure, mais c'est important. Une personne ou une équipe a trouvé elle-même les réponses dont elle a besoin pour lui permettre d'atteindre des résultats ou objectifs qu'elle s'est fixés. Donc c'est un accompagnement et pour trouver les ressources en soi. Donc ça repose sur une croyance, la personne, le coaché, l'équipe, c'est elle qui dispose de toutes les ressources nécessaires pour atteindre son résultat. Donc voilà, ça passe souvent par de la prise de conscience, du questionnement. Donc ça c'est le coaching. Après c'est du coaching, on va dire sportif, d'entreprise, de cadre. Il y a aussi le live coaching maintenant qui est apparu, mais c'est pas le coaching de papier peint, coaching de pâtisserie, etc. Là, le mot c'est galvaudé parce qu'à la télé ça passe bien. Là, on parle vraiment d'un coaching d'efficacité. Et l'agilité dans tout ça, parce qu'on n'est pas coach, on est coach agile. Donc en fait là, les deux mots sont associés parce que on va se baser sur des valeurs spécifiques. L'agilité, c'est 4 valeurs, 12 principes. Par exemple, le coaching de vie, le life coaching, c'est 13 valeurs. Donc, il n'y en a pas beaucoup en agilité pour le coup. Ces 4 valeurs, elles ont été, je vous ai peut-être déjà raconté l'histoire, mais elles ont été créées en 2000 ou 2001, donc par 17 développeurs, chefs de projet, architectes logiciels de la Silicon Valley qui se sont arrêtés, qui se sont dit, on a 20 ans d'expérience, on a planté des projets, on en a réussi, mais surtout, quand on a réussi, pourquoi ça marche? Et ils ont mis 2 jours, hein, et ils ont sorti 4 valeurs où ils étaient tous d'accord sur ces valeurs. Donc la première, c'est les interactions et les individus plus que les process et les outils. C'est bien des outils, c'est bien des process, il en faut. Mais si on ne se parle pas, si on ne se fait pas confiance, si on n'ouvre pas les chakras pour se dire, voilà, il y a un problème, il faut qu'on en parle sereinement, et les projets sortent difficilement ou pas du tout. La deuxième valeur, c'est une application qui fonctionne plus que de la documentation. Et là, c'est pareil, c'est l'idée de incrémental itératif. On apprend en faisant, mais on fait surtout, on itère et on incrémente et on sort de la qualité aussi pour être sûr que ça fonctionne et qu'on puisse s'arrêter à n'importe quel moment de l'itération. Ça fonctionne, ça apporte de la valeur. La troisième, c'est la collaboration avec le client plus que des accords contractuels. Bon, on est des accords, il y en aura toujours, hein, c'est plus que, c'est pas à la place d'eux. Mais on va collaborer avec le client. Viens voir client, d'où les reviews. Les reviews qui sont, voilà, client, est-ce que ça apporte bien la valeur que tu imaginais? Est-ce qu'on revoit le plan? Est-ce qu'on modifie? Donc on s'adapte.
Donc ça, on adapte le plan, etc. Et puis la dernière, s'adapter plutôt que suivre un plan, qui est une phrase facile, mais en fait, dans les faits, c'est pas si évident de se dire, faut lâcher le plan, parce que c'est rassurant un plan. Donc c'est les 4 valeurs de l'agilité. 12 principes, donc vous pouvez aller les voir. Les principes, c'est plus vraiment des principes de développement. Donc la qualité, la responsabilité, etc. Et le coach agile, c'est le garant, quelque part, hein, de ce changement organisationnel. Et sa mission, ça va être que ça collabore, que les équipes deviennent autonomes et qu'elles continuent cette amélioration continue, qui vient d'ailleurs du Japon. Hein. L'agilité, c'est un petit peu un enfant du lean japonais. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de l'historique de l'agilité, mais c'est très axé sur l'amélioration continue. Voilà, voilou. Alors, le rôle du coach. Alors, c'est pas un manager, mais c'est tout à fait un formateur. Donc, c'est à lui, ça fait partie de ses prérogatives de former à tout ce qui peut aider à collaborer, à devenir autonome, à se motiver. Donc, ça peut être Scrum, là on voit marqué Scrum, Kanban, Safe, Spotify, XP, des frameworks agiles, il y en a une pléthore, mais aussi de faire une présélection, c'est pas la peine de se former à tout, mais de faire des choix, et puis vous les proposez, à vous de choisir, de se former aussi à tout ce qui est communication, donc il y a ProcessCom, ça c'est une formation qu'on va amener bientôt, la communication non violente, les méthodes les méthodes d'organisation pour animer des ateliers aussi. Donc la dernière fois Norman sur l'impact mapping, et puis d'autres outils qu'on amènera comme ça, donc former continuellement les collaborateurs à devenir de plus en plus agiles et acquérir des outils et des réflexes comportementaux. C'est un coach, alors c'est un coach d'équipe, c'est un coach individuel, c'est un coach d'organisation. Alors voilà, j'ai mis le petit bonhomme au milieu, ça fait un peu Superman, mais vu comme ça. Mais en tout cas, non, c'est un coach, c'est quel est ton objectif, on l'a vu tout à l'heure, et qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui et qu'est-ce que tu pourrais faire autrement, qu'est-ce que tu pourrais expérimenter. Ça, c'est au niveau de l'équipe, donc ça peut être du team building. Sachant que moi, il y a des équipes avec lesquelles je suis en contact direct et il y en a d'autres qui ont un coach d'équipe, qui est le Scrum Master. Là, je ne vais pas bypasser le Scrum Master. J'essaie au maximum que ce soit lui qui ait cette responsabilité d'être le coach de son équipe. Donc c'est un coach de coach, j'aurais pu le rajouter. Coach individuel, parce que ça arrive souvent qu'on vienne nous voir, les coachs, et puis qu'on dise, voilà, là, je suis bloqué, j'ai une décision à prendre, j'ai une problématique, j'ai un objectif, je ne sais pas comment je pourrais l'obtenir, y arriver. Voilà, on va passer un petit peu de temps pour débroussailler tout ça. Et puis coach d'organisation, parce qu'il y a des gros frameworks parfois à mettre en place. Je pense à SAFe, donc Scalable Agile Framework en anglais. Vous pouvez aller voir sur Internet, c'est une usine pour faire travailler plusieurs équipes et jusqu'à 125, de mémoire 125 personnes ensemble. Donc c'est des grosses usines et là on est plus proche du lean d'ailleurs, c'est-à-dire d'une machine de production que de l'agilité qui est plus dans la création d'innovation. Mais voilà, il y a de l'organisation, ça peut être aussi du Kanban, des value stream mapping, donc c'est de la chaîne de valeur. Donc identifier des chaînes de valeur pour optimiser que chaque département ou chaque équipe optimise le flux. Donc tout ça fait partie des prérogatives du coach agile. Facilitateur. Bon, ça, pour ceux qui nous ont déjà vus arriver dans des ateliers, effectivement, on facilite. On peut faciliter un atelier, un value stream mapping, un story mapping, un journey, un impact mapping, tout ce qu'on veut mapping. Donc on va faciliter, on va être là pour faire attention au temps, on va être là en pouce décision. Alors qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous décidez de faire? On va être là en facilitateur de la communication. Voilà, est-ce que chacun a pu s'exprimer librement? C'est super intéressant ce que tu dis, mais on va le mettre au parking, etc., qu'on anime un petit peu au niveau de la communication. On va être là aussi pour l'intelligence émotionnelle. C'est vrai que ça, c'est des ateliers sur lesquels on aimerait bien mettre l'accent. C'est de prendre le temps de comprendre qu'on n'est pas tous sur les mêmes schémas mentaux, les mêmes schémas de communication. Donc je pense à un atelier qu'on va vous proposer la prochaine fois qui s'appelle le DISC. Donc c'est les types individuels. Voilà. On a des couleurs tous. Il y a 4 couleurs fondamentales, mais il y a aussi l'énéagramme, il y en a plein,
des choses comme ça. L'accompagnement format, pratique, pédagogique, favoriser l'innovation, la créativité, c'est pour ça qu'on vous pousse toujours à innover, expérimenter des nouvelles choses, et faciliter l'engagement d'un groupe de travail. Donc ça nous arrive aussi de se dire, bah oui, là on peut faire une feature team, là mettons en place une équipe. Mentor. Alors, mentor, c'est quand même. Oui, alors c'est souvent mal compris le mentor. Le mentor, c'est vraiment de prendre un Scrum Master ou un autre coach ou un PO et pendant un certain temps l'accompagner sur son métier. Donc ça peut être aussi une posture un peu plus haute. Moi, je l'ai fait au tout début quand j'étais arrivé chez Rajat, de dire bah, Scrum Master, est-ce que tu permets que je prenne la main sur ton équipe et pendant un sprint ou deux, bah, voilà, c'est moi le Scrum Master et du coup tu peux observer. Après, tu adapteras, tu n'es pas obligé de m'imiter, mais tu peux observer un petit peu comment je fais et puis ça t'inspire pour créer ta propre route. Donc c'est un petit peu le mentoring. C'est de plus en plus rare, plus le temps passe, plus c'est rare, puisqu'on laisse la main aux équipes pour qu'elles montent en autonomie par elles-mêmes. Et puis le consultant. Alors le consultant, c'est voilà, on est expert, il y a une problématique, on amène une solution. C'est vraiment aussi quelque chose, c'est une posture haute qu'on va pratiquer en dernier recours. Pourquoi? Parce qu'on va passer d'abord par le questionnement pour que le groupe, l'équipe, l'individu trouve lui-même sa propre solution. Déjà, il sera plus engagé et puis elle lui conviendra parce que notre façon de faire, on a tous une façon de faire différente par rapport à un problème identique. Donc voilà, c'est une position quand même de dire, bah voilà, moi ce que je vous propose, hein, ce serait ça. On a une préconisation, ce serait celle-ci. Donc elle est le plus adaptée possible au système en place, mais c'est une posture qu'on va quand même éviter ou qu'on va plutôt être en mode, dans ce cas-là, ça va être plus en mode, on propose des ateliers. Tiens, faisons un atelier d'appreciative inquiry, faisons un atelier sur qui, comment, qui fait quoi et comment. Voilà, on va proposer des ateliers, mais au final, c'est les acteurs qui trouvent leur propre solution. Alors une précision importante, hein, c'est que le coach ne fait pas partie de l'équipe ou de l'organisation. C'est vraiment un électron libre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à saisir. Parfois, on a envie qu'il envoie du lourd et qu'il soit productif. Donc sa productivité, elle a un autre niveau, c'est-à-dire c'est le fait que les équipes s'entendent, que ça fonctionne et qu'il y ait cette osmose, la mayonnaise prenne. Donc normalement, il n'est pas fait pour rester. Donc voilà, logiquement, il doit partir. Heureusement, chez Raja, il y a plein de services qui potentiellement ont envie de tester l'agilité, comme le marketing, le print, etc., le média. Si vous avez envie d'aller plus loin, alors je vous ai mis une ribambelle de livres, il y a des articles, n'hésitez pas, il y en a certains qu'on peut choper, dont on peut choper des extraits sur le net. Donc la position basse en coaching, c'est important de la comprendre, hein, c'est ce questionnement on vient parfois pour une solution et un conseil et on reçoit des questions, donc ça peut être perturbant. Et puis à contrario, parfois on a juste envie d'exposer le problème et ça permet d'éclaircir. Le coaché peut exposer son problème, ça lui permet déjà d'éclaircir un petit peu la problématique, le fait de l'exprimer. Donc il y a tous ces livres qui existent. Je vous ai proposé aussi d'aller voir, si ça vous intéresse, les outils du coach. Donc il y a le coaching orienté solution. Il y a d'autres coachings qui sont plus, il y a un problème, on va aller chercher la cause du problème, le pourquoi, et trouver une solution à la cause. Ou bien il y a des coachings qui sont, ok, il y a un problème, mais en fait on veut quoi et comment on va trouver la solution. Parce que moi j'aime bien parler de l'aspirateur en panne. L'aspirateur est en panne, c'est un problème. Donc si on se met à réparer l'aspirateur, en fait on passe peut-être à côté de la finalité. La finalité c'était de faire le ménage parce qu'il y a 12 invités qui arrivent dans 10 minutes. Donc s'ils arrivent puis on est en pleine réparation de l'aspirateur, on résout un problème, hein, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas dans la finalité. Où est-ce qu'on veut aller? Donc le coaching orienté solution, c'est on se projette un petit peu plus loin. La programmation neurolinguistique, ça je vous encourage, même d'un point de vue personnel, c'est vraiment un univers formidable, c'est vraiment de la communication. Donc quelles sont les façons de voir le monde de votre interlocuteur? Il y en a qui sont plus visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs. Quelles sont les loupes en fait qu'il a pour percevoir le monde? Et puis à quoi il pense? Est-ce que ses yeux vont en haut, à gauche? C'est très poussé, c'est bon. Par curiosité, allez voir quand même.
On parle beaucoup de feedback, le feedback positif. Donc, on est formé, les coachs, à promouvoir des feedbacks qui vous permettent de prendre conscience. L'écoute active, voilà, silence, accuse-réception, relance, reformulation, technique linguistique, etc. L'analyse transactionnelle, ça je pense vous faire un petit atelier sur l'analyse transactionnelle, c'est assez intéressant. C'est le fait qu'en nous, on a tous un parent, un adulte et un enfant. Ça doit faire sens, hein. Le parent, c'est il faut faire ci, il faut faire ça. L'adulte, c'est celui qui questionne pour résoudre un problème, comme on fait. Et puis l'enfant, c'est l'enfant libre, dont on sait très bien, voilà, ou l'enfant rebelle, ou l'enfant soumis. Donc en fait, quand on a une résistance, c'est plutôt qu'on est en mode enfant soumis, etc., ou bien adulte normatif. Donc en fait, ça, c'est Eric Berne dans les années 50, qui a sorti dans les transactionnels, et c'est très utilisé par les coachs. C'est un peu de la psychanalyse simplifiée dans la communication. Processcom, communication non violente, tout ça, on vous en reparlera. Et puis, si vous voulez connaître tous ces outils, je vous ai mis un lien où ils sont tous décrits avec précision. Et puis là, des références théoriques et des outils un peu plus poussés. Donc, on retrouve l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique, mais on va regarder des théories humanistes, systémiques. Donc ça, c'est l'approche d'une école qui s'appelle Palo Alto dans les années 50, qui va dire qu'on prend un problème, mais il faut prendre tout le système dans lequel le problème évolue, et non pas résoudre que le problème. Thérapie brève, thérapie existentielle, l'approche des neurosciences, l'approche cognitive des neurosciences. Les pratiques narratives, c'est-à-dire prendre des exemples. Parfois, on solutionne en ayant une narration imagée. L'histoire de vie, le co-développement, l'agilité, voilà, les outils 360, l'énéagramme, toutes ces choses-là, on essaiera de les voir, de faire des webinars pour les décortiquer, peut-être pas tous, mais quelques-unes d'entre elles, les plus intéressantes.